Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Un arrêté publié au journal officiel du 13 novembre précise la liste des organisations syndicales représentatives de la branche officine. Alors, quel est le nouveau rapport de force? Alors, la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, il faut rappeler, c'est d'abord les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations professionnelles de salariés, les syndicats. En gros, s'agissant des organisations patronales, la représentativité ne bouge pas trop par rapport à la dernière fois. Donc, la FSPF a 73% des adhérents de la branche et l'USPO a 27% des adhérents de la branche. Oui, parce que c'est calculé sur le nombre d'adhérents, c'est ça? C'est pas du tout comme la représentativité syndicale avec les URPS. Non, c'est différent. Là, c'est calculé sur le nombre de salariés des entreprises. D'accord, ok. Le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés des entreprises. Donc, en fait, tous nos adhérents nous déclarent le nombre de salariés et on compile l'ensemble de ces résultats. Voilà. Donc, ça, c'est pour les organisations patronales. Et au niveau des salariés, nous avons Force ouvrière qui a donc remporté les élections. Là, pour le coup, ce sont des élections. D'accord. On est arrivé deuxième. Et ensuite, nous avons la CGT, la CFDT et la CFE-CGC. Donc, 5 organisations qui sont représentatives des salariés. Il faut qu'ils aient 50% pour être majoritaires, pour avoir un accord dit majoritaire. Et donc, il faut, par exemple, Force ouvrière et l'UNSA peuvent avoir 50% des suffrages. D'autres combinaisons peuvent être possibles. Mais en tout cas, il faut avoir 50% pour signer un accord majoritaire qui, une fois qu'il sera signé, sera proposé au ministre du Travail. Et le ministre du Travail va faire une procédure dite d'extension. Ça passera au journal officiel et les accords sont applicables à toutes les officines. Alors justement, Philippe, vous venez de conclure un accord de salaire avec FO et l'UNSA. Alors, quels sont les enjeux de ce nouvel accord? Alors, il s'agissait pour nous de deux choses. La première chose, c'est prendre en compte l'inflation et son corollaire qui a été l'augmentation du SMIC. Donc l'augmentation du SMIC donc de 2,2 et l'augmentation et l'inflation qui est à 2,6 d'après l'INSEE en octobre. Donc ça, c'était le premier point et notre objectif, bien sûr, est d'avoir un pouvoir d'achat maintenu pour les équipes officinales. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif était de prendre en compte l'investissement des équipes pendant la crise épidémique. Et donc, les syndicats de salariés nous ont fait part d'une proposition de revalorisation donc de 3%, et nous avons accepté. Donc, en fait, c'est un peu la première fois que nous acceptons un accord directement, et parce que c'était pour les deux raisons que je vous indiquais, de notre point de vue normal de procéder de cette manière. Le conseil d'administration de la fédération s'est exprimé là au sujet. Donc l'accord est un accord majoritaire puisque 2 organisations nous ont dit en séance qu'elles étaient signataires, FO et l'UNSA. Et l'accord est dit ouvert à la signature désormais. Et j'espère que le maximum de signataires viendront ratifier l'accord, que ce soit l'USPO pour les chambres patronales ou la CFDT, la CGT et la CFE-CGC pour les chambres syndicales. Ils ont quelques jours pour se positionner. Et après, on a un accord au ministère du Travail. À noter que c'est un accord dit à l'extension. D'accord. En fait, il s'appliquera au mois de mars-avril, dès qu'il passera au journal officiel pour toutes les officiers. Il n'y a plus ce qu'on avait connu avant, où c'était uniquement les officines syndiquées qui devaient d'abord appliquer l'accord et dans un deuxième temps tous les autres. Là, c'est tout le monde en même temps à l'extension de l'accord. D'accord, très bien. Alors par ailleurs, une pharmacie en ligne étrangère qui n'est pas soumise aux mêmes règles que les officines françaises mène actuellement une campagne de publicité sur les chaînes de télévision françaises. Ne craignez-vous pas que cela soit la porte ouverte à une dérégulation de la vente en ligne en France?
voire à une remise en cause du monopole dont disposent les officines françaises? Combat pour la défense du monopole, qui est la garantie de la sécurité des médicaments pour nos concitoyens, et comme vous le savez, le premier combat de la Fédération depuis toujours. Le sujet est effectivement préoccupant. Nous avons nos confrères des pays étrangers membres de l'Union n'ont pas la même réglementation que nous. Et donc, il y a eu une affaire dans les dernières années avec un groupe de pharmacies hollandaises qui avait fait de la publicité en France. Et maintenant, nous avons donc cette société qui fait de la publicité. Alors là, pour la parapharmacie uniquement, mais on suppose que c'est une première quand même. Première quand même. On voit qu'ils ont envie d'arriver sur le marché là. Nous avons alerté, ainsi que nos confrères des groupements, de l'ordre syndical SPO, de l'ordre des pharmaciens évidemment, le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé nous a fait savoir qu'il avait notifié la réglementation française à la Commission européenne et aux États membres, ce qui était une étape indispensable parce qu'en fait, sans cette notification, les États membres étrangers membres de l'UE ne pouvaient pas savoir quelle était notre réglementation et donc ne pouvaient pas demander aux autres membres de l'UE de l'appliquer. Donc cette notification était un élément fondamental, donc ça c'est quelque chose qui nous a été indiqué comme étant réalisé. Donc nous ne pouvons plus avoir de publicité en France des autres, donc ce n'est plus possible, sauf à ce que collectivement en Europe le droit change, et c'est un combat qui sera mené très probablement dans les temps à venir. Mes confrères sont habitués à ce que ce sujet soit sur la table régulièrement tous les 5 ans. Enfin, en tout cas, pour le moment, le gouvernement français a décidé de repréciser les règles s'appliquant en France pour l'Union européenne. Hein. Exactement. Et donc, le gouvernement nous suit sur cette. Alors, Philippe, par ailleurs, un projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante est actuellement examiné par le Parlement. Ce texte habilite notamment le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, des dispositions visant à faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales. Alors, y a-t-il un risque d'ouverture du capital des pharmacies si ce texte était adopté en l'état? C'est sûr, pareil, en fin de quinquennat, on est obligé de se bagarrer sur la défense des piliers. C'est un truc qui devient, enfin, c'est même lourd, hein, parce que, comme je vous dis, c'est tous les 5 ans. Donc, quand nous avons vu arriver ce texte de loi, il y avait effectivement une possibilité d'ouverture du capital pour les sociétés d'exercice libéral et pour les sociétés holding de profession libérale. Ça ne concernait théoriquement pas les sociétés de santé, puisque c'était fait plutôt pour des juristes qui sont soi-disant demandeurs de cette évolution-là. Mais en tout cas, nous voulions absolument contrer ce dispositif. Nous nous sommes bagarrés, mobilisés au Sénat avec nos confrères des autres syndicats de médecins, infirmiers, kinés, etc., au sein des libéraux de santé. Nous avons écrit aux sénateurs et suite à ce courrier, les sénateurs ont abrogé cet article 6 qui habilitait le gouvernement à écrire une ordonnance qui permettait de modifier la législation sur les SEL et potentiellement ouvrir le capital. Donc, comme vous savez, ce n'est pas le Sénat qui décide en France, hein, c'est l'Assemblée nationale. Donc, le texte va repasser à l'Assemblée nationale et bien sûr, nous avons eu de nombreuses réunions avec le ministère de l'Industrie, avec le ministère avec Bercy. Et donc, tout dernièrement, cette semaine, hein, nous avons une réunion pour exprimer notre position. L'article 6 devrait donc être réécrit complètement par les services et on nous a promis qu'il serait spécifié que les évolutions législatives ne peuvent pas concerner le capital des SEL, donc il n'y aura pas d'ouverture du capital. Alors, je suis comme Saint Thomas, comme d'habitude, hein, donc on va attendre cette réécriture, mais nous avons des assurances fortes de Bercy à suivre quand on aura le projet sur la table de l'Assemblée nationale en janvier.
Eh bien, très bien, je vous propose maintenant de répondre à la question de Christophe Cluzel, président de la FSPF d'Île-de-France. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Christophe Cluzel, président de la FSPF Île-de-France. Philippe, je voulais te poser une question générale au sujet des autotests. En effet, beaucoup de mes confrères en ce moment m'appellent pour demander des précisions car on reçoit des ordres, des contre-ordres. Est-ce que les autotests ont un prix encadré? Est-ce qu'ils sont pris en charge? Et dans quel cas? Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu tout ceci, et spécialement sur les autotests supervisés par un professionnel de santé et donc par exemple par nous? Merci de ta réponse. Alors Philippe, pouvez-vous nous donner des précisions sur les autotests supervisés? Oui, alors donc, bon, c'est suite à la décision du Conseil d'État en référé. Donc finalement, cette décision est définitive puisque le gouvernement a décidé de ne pas poursuivre au Conseil d'État. Donc c'est une décision qui va s'appliquer jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Il faut donc. La décision, c'est-à-dire que les autotests supervisés peuvent être intégrés dans les éléments permettant d'obtenir un pass sanitaire. Exactement, exactement. On revient à la situation d'avant la prise en charge uniquement pour les vaccinés. Donc concrètement, les autotests supervisés, donc les pharmaciens peuvent les faire, peuvent les réaliser. C'est un pharmacien qui doit réaliser la supervision. Ce n'est pas obligatoire. Il faut se déclarer, il faut déclarer sur la vitrine, il faut expliquer qu'on fait cet acte-là. Les conditions de prise en charge sont les mêmes que pour les tests antigéniques, c'est-à-dire globalement, les autotests supervisés sont remboursables par l'assurance maladie pour les vaccinés, essentiellement. Ils sont maintenant accessibles aux mineurs, puisqu'on a une extension du champ dans le texte du gouvernement. Et et le tarif est de 12,90 €. Donc globalement, quelqu'un qui est vacciné ou mineur, il a donc une prise en charge possible et vous facturez à l'assurance maladie 12,90 € pour la supervision, comprenant le test. Soit il n'est pas mineur et il n'est pas vacciné, auquel cas il doit payer 12,90 €. C'est un prix réglementé TTC avec une TVA 0. Et qu'est-ce que je peux vous en dire de plus que l'ordonnance médicale dans ce cas-là ne marche pas puisque le patient ne doit pas être symptomatique. Et donc forcément, il ne va pas voir le médecin s'il n'a pas de symptômes. Très bien. Pardon. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Très bien. Alors nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Moi, j'en vois une sur connaît-on le prix du Molnupiravir qui doit arriver fin novembre, normalement, dans les officines. Alors, 50 000 boîtes de Molnupiravir ont été donc achetées par la France. Ils seront livrés aux pharmaciens par un dépositaire, CSP, avec une procédure qu'on va vous expliquer. Vous allez recevoir un DGS urgent pour avoir cette procédure. C'est une procédure qui nécessitera l'enregistrement par un médecin d'une prescription sur un site informatique. Ce site informatique devra être renseigné également par le pharmacien pour la délivrance et la commande sera faite directement à CSP. Donc tout ça, on va vous l'expliquer, c'est encore en cours de discussion. Et hier, nous avons eu une première discussion avec l'assurance maladie sur la tarification de cet acte. L'assurance maladie nous a proposé de faire quelque chose qui était dans le droit commun, c'est-à-dire comme il n'y a pas de prix, puisque c'est un médicament stock État, il n'y a pas de marge, puisque un pourcentage de marge sur 0, ça fait 0. Donc, ils nous ont proposé 1 € à la boîte, 50 centimes par ordonnance, 3,50 € qui est le tarif de l'honoraire complexe, et éventuellement l'honoraire par âge, si c'était des patients donc de plus de 70 ans. Donc, la somme totale faisait aux alentours de 6 €. Nous avons trouvé que c'était insuffisant à la fédération. C'est quasiment 2 fois moins que la moyenne d'un acte pharmaceutique. C'est exactement ça. Donc, là, si on peut résumer pour tout le monde d'ailleurs, comme ça ce sera clair. Et puis, je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit avoir en tête. Un acte médical, c'est 25 €, qui est la consultation. Tout le monde sait que le C est à 25 €. Voilà. L'acte pharmaceutique, c'est-à-dire la délivrance d'un médicament, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a énormément de paramètres, mais c'est 11 €. Ah, ouais. Donc, c'est simple. En moyenne,
une délivrance de médicaments, c'est 11 €. Voilà. Donc, nous avons dit, en ce qui nous concernait, qu'il n'était pas question d'avoir un tarif inférieur à ce tarif moyen de délivrance d'une ordonnance pour un médicament qui est particulièrement complexe à délivrer. Voilà. Donc, nous allons nous revoir et ça devrait bien se passer. Ça se passe toujours bien. On a le temps d'en prendre une autre question. Alors, effectivement, Emmanuel Macron a annoncé la possibilité d'administrer une 3e dose aux 50-64 ans à partir du 1er décembre. Alors, est-ce qu'ils peuvent déjà prendre rendez-vous dans les officines? Alors, oui, bien sûr. Le président ayant donné la règle, elle va nous être communiquée. Alors, on aura le DGS urgent probablement la veille, comme d'habitude, mais on peut compter sur la parole présidentielle. Et donc, moi, j'engage les confrères à prendre rendez-vous et à commander les doses en nombre suffisant pour pouvoir faire les actes, bien entendu. Nous allons avoir une beaucoup plus grosse partie de vaccination à faire dans les temps à venir sur les rappels de 50-64 ans, même si probablement les centres vont rester, enfin, en tout cas certains centres vont rester actifs pendant encore quelques temps. Mais préparez-vous à ça, donc vous pouvez prendre des rendez-vous pour les 50-64 ans et commander les doses pour être prêt dès le mois de décembre. D'accord. Et pour les 50-64 ans, ça va conditionner le renouvellement du pass sanitaire? Ça n'a pas été encore dit et probablement, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Ça a été le cas pour les 65 ans et plus. Comme en parallèle, nous avons un débat sur l'arrêt de la prise en charge des tests antigéniques, donc les autotests, les gens qui ont dépassé le délai pour la 3e dose. Ce n'est pas encore officiel, mais nous avons dit que c'était normal, effectivement, qu'on rentre dans la même règle. Soit on est dans le schéma vaccinal, soit on est en dehors du schéma vaccinal, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Eh bien, merci Philippe Besset. Merci également à Christophe Cluzel pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée et bon week-end. Merci.